Voilà, à mes côtés, donc je vais vous faire les présentations. Vous avez ici Valérie Comblé, qui est déléguée de la Fédération des centres sociaux des Pays Picards. Vous avez également Antoine Blondel, qui est le VP IA et éducation à l'Université catholique de Lille. Nejma Travaglini, qui est la cofondatrice de la plateforme EdTech Knowledge, et Frédéric Pascal, qui est le vice-président de Paris-Saclay, directeur de l'Institut Data IA. Et également Grégory Renard qui nous rejoint, et je vais le présenter, mathématicien, entrepreneur de la Silicon Valley et surtout un enfant d'Euratech, et tu pourras en parler. Grégory, tu as démarré ici et on se souvient tous, et on est très très heureux d'avoir Grégory Renard de retour ici à Euratechnologie ce 12 juin. Tu en parleras, Grégory, dans un instant. On l'a dit tout à l'heure, hein. Vous avez entendu, 3 Français sur 4 veulent des cours sur l'IA à l'école. C'était le sondage ELAB. Donc on le sait, l'école a traversé Gutenberg, la télé, Internet. Voilà qu'elle affronte maintenant l'IA générative. Et cette fois, les élèves semblent avoir une longueur d'avance. Donc est-ce qu'il faut en parler? Oui. Et on va en parler. Peut-on encore penser par nous-mêmes à l'école, au collège, à l'université, à la fac? Et on va aussi parler de l'accès à l'IA, que ce soit pour les jeunes, mais aussi pour toute la population. D'abord avec vous, Valérie, puisque on dit l'IA avec nous, c'est l'IA pour tous. Et c'est important de voir si vous qui êtes au contact, qui êtes sur le terrain avec les habitants, on voyait tout à l'heure qu'il y avait une fracture territoriale sur l'IA, un peu plus évidemment dans les métropoles, un peu moins en zone rurale. Vous voulez voir votre retour de terrain avec les habitants. Est-ce que vous sentez une fracture d'accès et une fracture sociale déjà sur l'IA? Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, il y a quelque chose à travailler. On le voit depuis ce matin que l'IA, c'est pas instinctif, et qu'effectivement, plus on est loin des métropoles, hein, moi je viens du sud des Hauts-de-France, donc on a des territoires très importants sur la ruralité, et c'est un vrai enjeu d'accompagner tous les habitants. Pour autant, moi je crois que l'IA, c'est vraiment pour tous, et qu'on peut travailler, accompagner, et qu'un des enjeux, c'est d'avoir des humains qui en accompagnent d'autres pour mettre le pied à l'étrier du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, il faut le rappeler, les centres sociaux, ce n'est pas assez accessible à tous. Ce n'est pas que des personnes en situation de précarité ou défavorisées. Et vous aimez le rappeler, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quoi les retours un peu des habitants qui viennent vous voir? Vous m'avez dit, généralement, il y a beaucoup d'appréhension, d'inquiétude. Attention à la machine. Et dès qu'ils testent avec vous, il y a un déclic qui se fait. Oui, les centres sociaux, c'est des structures de proximité associatives ou portées par des collectivités. Il y en a à côté de chez vous, vous regarderez. Quand vous serez revenu du Maryland, vous pourrez aller visiter dans les Hauts-de-France les 240 centres sociaux. On est des structures pour accompagner le développement du pouvoir d'agir des habitants. Donc on prend les habitants là où ils sont et où ils ont envie d'aller. Et le numérique, c'est un des sujets qui les intéresse. Alors, ça les intéresse, mais souvent, la première réaction, alors je ne sais pas si on va avoir les photos, il y a un petit QR code. On a quelques petites photos, effectivement, des centres sociaux. Avec des petits films de témoignages d'habitants. Le premier réflexe, c'est qu'ils pensent que dans la machine, il y a le diable. Et c'est ces mots-là qu'ils utilisent. Ils ont peur que la machine réfléchisse, fasse les choses à leur place. Et donc, nous, dans les centres sociaux, avec les animateurs numériques, notre premier travail, c'est de leur montrer que c'est eux qui commandent et pas la machine. Et une fois qu'ils ont cheminé là-dessus avec d'autres habitants en groupe, eh bien, on arrive à l'intelligence artificielle. C'est les nouveaux enjeux là qu'on a dans les centres sociaux avec les habitants pour voir ce que c'est que l'intelligence artificielle. On travaille beaucoup sur la question de l'éducation aux médias et à l'information pour comprendre ce que c'est. On parle beaucoup de fake news, de choses comme ça. Alors oui, ça existe, mais il suffit d'apprendre pour éviter de se faire avoir. Et donc, les personnes avancent. Nous, on fait de l'éducation populaire, donc de la petite enfance jusqu'au senior. J'ai des collègues là qui font de l'éducation plus formelle, mais on s'y retrouve et ça marche. De travailler ensemble, aussi ce qu'on appelle les TH par les pairs, des ateliers, de personnes, y compris les seniors, hein, qui sont juste jeunes depuis plus longtemps que d'autres, qui s'y mettent aussi une fois qu'ils comprennent les enjeux. Donc vous dites que pour vous, si on respecte bien justement cette règle et ce socle de formation qu'on doit donner, donc formation sous toutes ses formes, on sent bien qu'il y a différentes
modules, modèles de formation. L'IA peut aider à réduire les fractures sociales. Je prends un exemple, par exemple, si l'IA vous aide à rédiger un CV, que vous n'avez pas forcément quelqu'un pour vous aider à la maison pour le faire, en ce sens-là, ça peut aider à... Alors oui, l'IA peut aider à réduire des fractures. On travaille beaucoup, par exemple, la question de l'illettrisme. C'est une manière, on parle à son ordinateur, à sa tablette, et ça nous permet effectivement de rédiger des écrits alors qu'on n'est pas forcément bon lecteur et qu'on ne sait pas forcément bien écrire. Donc ça c'est effectivement des sujets qu'on traite dans les centres sociaux. C'est l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Donc nous, on prend des billets par exemple, utiliser des outils numériques comme une brodeuse numérique ou ce genre de choses pour sensibiliser monsieur et madame tout le monde à venir s'intéresser au numérique et à l'intelligence artificielle. On est d'ailleurs fort accompagné parce que moi, je prône vraiment le fait qu'on ait des humains qui en accompagnent d'autres au début. Après, une fois qu'on a passé la première étape, c'est plus facile d'avancer un peu plus seul. Mais cette première étape, elle doit être accompagnée et on remercie fortement les centres sociaux, la région et le FEDER, enfin l'Europe, qui depuis 2018, voire même un peu avant sur le Nord-Pas-de-Calais, nous accompagnent sur un projet qui s'appelle Centres sociaux connectés, puis Centres sociaux acteurs des transitions, qui nous permet d'accompagner justement sur l'éducation aux médias, sur l'accès au numérique, sur avoir aussi l'accès au matériel. Et le cœur maintenant de notre projet, c'est l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est leitmotiv, hein, donner à voir, donner à comprendre l'IA. C'est votre objectif aussi, Frédéric Pascal. C'est ce que vous avez constaté en université, pourtant à Paris-Saclay, donc avec des étudiants. Vous avez constaté ce besoin d'acculturer massivement à l'IA pour qu'elle soit pour tous. Et vous avez créé, c'est une première en France, un brevet IA, 10 heures, c'est ça, de culture générale sur l'IA. Expliquez-nous, Frédéric. Alors déjà, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et pour commencer, je voudrais rebondir sur la question très intéressante de, justement, est-ce que l'enseignement est bouleversé ? Est-ce qu'il y a un problème avec les évaluations ? Parce que quand on parle d'IA dans l'enseignement, on se dit toujours des gens utilisent et c'est un problème. Donc oui, l'enseignement est bouleversé. Il faut repenser, mais peut-être repenser du bon côté, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important dans l'enseignement ? C'est pas d'avoir une note, c'est d'avoir appris. Et en fait, il faut revenir à ce qu'est l'apprentissage, plus que la notation, sélection, classement, etc. Et ce qu'on a essayé de faire, justement, dans le brevet AI, c'est de construire une plateforme qui est d'apprentissage par le faire. C'est-à-dire que c'est comme un jeu vidéo, mais qui est difficile. Un jeu vidéo, ça peut être très difficile et pour plein de gens. Il y a des activités, on réalise les activités, donc on peut avoir des échecs bien sûr, mais à un moment quand on va réussir une activité, on va débloquer une récompense. Et une récompense, c'est des fiches pédagogiques, donc c'est de la connaissance et on construit quelque chose qui complète la compétence, savoir faire, comprendre les choses et en même temps la connaissance, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir se référer à d'autres sources de formation. Alors on a appelé ça brevet parce que c'est pas du tout l'usage. C'est-à-dire que on avait vu sur une grande enquête au niveau des établissements d'enseignement supérieur qu'il y a une différence et presque une illusion entre savoir utiliser et maîtriser. Particulièrement chez les jeunes, et c'est ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'il y a un usage massif, une prise en main, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une maîtrise. On a j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de concepts de souveraineté, de biais, et donc certains dangers. Mais ça, on ne peut pas le comprendre simplement parce qu'on utilise une IA générative. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est juste d'avoir vraiment la brique de base, savoir ce que c'est un algorithme, savoir ce que ça veut dire apprendre, savoir ce que c'est de la donnée, parce qu'on parle de données, on parle de manger des données, de gros modèles, de comprendre tous ces concepts, savoir ce que c'est un modèle d'IA. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est un modèle d'IA ? Est-ce que c'est une interface avec qui on discute ? Bon, pas tout à fait exactement. Donc, c'est comprendre un peu toutes ces notions et également les enjeux sociétaux. C'est-à-dire qu'on a des problèmes de données privées et on ne fait jamais attention quand on clique sur les réseaux sociaux en disant « Ah, je consens ». Ça, c'est important. Il y a des questions environnementales. Hein. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui, c'est-à-dire que utiliser des gros modèles
poser une question pas très pertinente, ça coûte trop cher en termes d'électricité et en termes d'impact carbone. Il y a également des questions de souveraineté, donc c'est tout ça qu'on a fait dans une formule, mais qui est difficile, qui prend du temps, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est difficile, mais c'est un énorme plaisir quand on a acquis de la connaissance sans forcément avoir une note à la fin. Bah oui, donc c'est ce brevet IA, donc 10 heures, une sorte de code un peu avant le permis, qui permet de comprendre l'intérieur de la machine IA, Frédéric Pascal. Dans la classe, du coup, ce que vivent un peu les enseignants, vous avez dit, l'important, c'est pas la note, c'est l'apprentissage. Peut-être d'abord, Antoine Blondel, sur la Cato, l'IA doit être pour vous au service d'une éducation humaniste. C'est clairement ce que dit Frédéric, finalement. L'important, c'est d'apprendre. Oui, j'ai apprécié votre façon de présenter les choses. Effectivement, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas construire sur du sable. Et derrière la maîtrise d'un outil comme l'IA, il y a des compétences fondamentales. Et donc, vous donnez sans doute les clés pour comprendre l'IA, mais derrière une maîtrise des IA en général, il y a aussi des compétences fondamentales que les étudiants doivent maîtriser. La langue française, le calcul mathématique, mais aussi plein de compétences humaines et relationnelles qui sont essentielles dans les métiers, travailler en équipe, l'intelligence émotionnelle, tout à l'heure on en a parlé aussi, et je me réjouis d'entendre aussi que on espère, on souhaite un futur qui sera plus humain, où la relation sera au centre aussi du travail. Et donc ça c'est un enjeu, et effectivement dans notre université, on prône le développement de la personne dans toutes ses dimensions, et donc on espère ça. C'est votre boussole à la Cato et vous le décrivez dans ce livre que vous avez coécrit avec Pierre Giorgini, IA et éducation. Ce qui doit rester humain dans ce monde où l'outil est surpuissant, c'est tout ce qui est expérience, vous l'avez dit, le discernement aussi. Hein. Je pense que quand on apprend justement les biais de genre, les biais de discrimination, les algorithmes, etc., les fake news aussi, hein, c'est ce que disait Frédéric, on gagne en discernement quand on est formé à ça. Bien sûr, et le discernement, c'est vrai que l'apprentissage, on a l'impression que c'est en 2 clics, mais non, ça demande du temps, ça demande de l'expérimenter aussi dans le réel. Et ce discernement, on ne l'acquiert pas comme ça c'est toute la vie en fait. Donc c'est un apprentissage de toute la vie. Voilà, et donc on a beaucoup travaillé aussi avec nos partenaires internationaux. Je salue ici Yanis Benamor de l'Université de Columbia. Et avec nos collègues dans le monde entier, on défend aussi ce socle de compétences qu'on appelle non négociables. On pense aussi que pour rester plus humain, il faut garder ces compétences non négociables. Et on dialoguera avec l'IA, mais je n'ai pas envie d'entendre qu'on fusionnera avec l'IA, comme j'ai pu l'entendre aussi en début de matinée. On veut défendre l'humain en maîtrise et en dialogue avec l'outil. Vous avez des méthodes bien précises pour le service learning, notamment pour apprendre aux étudiants à rendre service, à revenir finalement dans le réel, hein, c'est ça? Oui, on a une tradition d'entrepreneuriat social à la Cato. Et c'est vrai que le service learning, donc l'idée c'est d'apprendre un cours, un vrai cours, dans un engagement auprès d'une association, d'une communauté, et avec une relecture de l'expérience. Donc on apprend sur le terrain, on apprend auprès de gens. Et par exemple, on peut apprendre l'interculturel, donc on apprend la communication interculturelle, le cours. On va rencontrer des étudiants internationaux, des communautés qui sont ici pas forcément insérées, et puis on apprend le cours au contact, dans l'échange, et puis on tient un petit journal de bord. Donc même s'il est encore numérisé, mais on peut l'apprendre à la main, et on relie son expérience émotionnelle de la rencontre. Alors c'est impressionnant, mais ça ancre aussi les apprentissages. Parce qu'on n'apprend pas qu'avec son cerveau, on apprend avec ses émotions, avec son corps, en bougeant. Et voilà, peut-être que c'est aussi l'occasion, cette nouvelle ère, de redécouvrir l'expérience du réel. Ouais, l'expérience du réel. Et c'est ce que vous m'avez dit aussi, c'est ce que recherchent les étudiants, hein, finalement, de retrouver du lien social, puisque c'est quand même une génération qui a connu cette période Covid, qui les a peut-être isolés un peu aussi. Et l'IA vient créer aussi peut-être à nouveau un sentiment d'isolement vis-à-vis des autres élèves, etc. Oui, les étudiants sont très conscients, sont très sensibles aussi. Hein. On sait qu'il y a un souci de santé mentale chez les jeunes, en partie quand même lié à l'abus de numérique. Et ils sont en demande. Ils sont pas idiots, les étudiants. Ils le savent qu'ils sont parfois dans ce torrent de numérique et qu'ils ont besoin de retrouver le sens du réel. Et on voit depuis quelques temps
réapparaître des carnets, des étudiants qui écrivent au stylo, etc., sans qu'on leur impose. Et on sent que ça leur fait du bien. On n'a jamais vu aussi autant les étudiants s'investir dans des projets créatifs. On a un campus créatif, par exemple. Hier, il y a une représentation. J'ai un de mes étudiants qui a incarné le personnage de Mozart dans une comédie musicale. Ça n'a rien à voir avec ses études, mais j'ai senti à quel point ça pouvait lui faire du bien, apprendre des tas de choses, se transformer. Et ça, c'est une grande fierté. Donc on a vraiment une génération avec à la fois cette appétence très forte pour l'IA et en même temps cette envie de revenir à la vie réelle, à l'ancrage et au service social. Nejma, je vous laisse, je vois que vous avez envie de... Ça vous inspire, j'ai l'impression, ces discussions. Vous êtes complètement dans le sujet puisque vous travaillez, vous êtes la cofondatrice et CEO de Knowledge, donc une plateforme d'éducation populaire. Vous générez des contenus pédagogiques par IA, donc à destination des enseignants. C'est ça votre cœur de métier. Expliquez-nous pourquoi c'est important ce type de contenu aujourd'hui. Ça permet de changer aussi la posture de l'enseignant, de l'aider à changer de posture. Oui, c'est ça. La volonté de Knowledge au départ, c'était de capturer la connaissance et de pouvoir la transformer en de la connaissance qui est engageante. Donc c'est pouvoir engager, connecter avec les élèves ou avec les apprenants de manière générale, même en formation. Et on a utilisé l'IA pour faire ça il y a déjà 5 ans. Aujourd'hui, on va plus loin, on met en place des tuteurs conversationnels qui sont une continuité. C'est un prolongement un petit peu de l'enseignement en classe, mais qui va accompagner l'élève à la maison, avec les parents, etc. J'ai entendu plusieurs choses qui sont quand même très importantes. Madame a parlé de la capacité d'agir, c'est un vrai sujet. On parle justement de learning by doing, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est aussi pouvoir se sentir en confiance pour pouvoir le faire. Et finalement, ce qu'on retrouve, nous, en tout cas, après 2 années comme ça sur le territoire français, avec la solution Knowledge, c'est que le gros sujet aujourd'hui, malgré tout, c'est le sujet de la confiance en soi, la confiance envers les institutions, la confiance envers les enseignants. Et cette confiance-là, c'est ce qui va permettre aussi aux gamins de ne pas décrocher. Quand on parle d'inégalité sociale, quand on prend l'exemple de l'orientation scolaire, ce n'est pas un sujet seulement d'information. Moi, j'ai fait une hypocagne-cagne, je ne savais pas ce que c'était les cornemelles sup. Même en sortant de la prépa, je ne savais pas ce que c'était. Donc, il y a un sujet de code, de normes, tout un tas de règles de société qu'on ne connaît pas, mais que l'IA maîtrise parfaitement. Si je demande à l'IA de me sortir un discours un peu bourgeois, quelque chose, il me le fait parfaitement. Donc j'ai accès à une connaissance, à un héritage social qui ne m'appartient pas, qui n'est pas mon milieu, mais qui peut me permettre de mieux m'adapter à la société. Seulement si j'arrive à bien l'utiliser et si j'arrive à construire en fait une relation de confiance avec les pairs en classe, mais aussi avec moi-même. Donc vous avez vu que les besoins varient aujourd'hui. Vous arrivez aussi, en fonction des territoires, c'est ce qu'on voyait, la proximité, vous arrivez à adapter aussi les contenus en fonction des territoires, en fonction de la culture, d'apprentissage, des langues aussi. Absolument. On a mené une expérimentation dans la région Grand Est. Et là, j'ai entendu un mot pour la première fois de ma vie, allophone. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, nous, on était partis pour développer tout un tas de fonctionnalités hyper sexy avec de l'IA et compagnie. Et en fait, on nous a dit, stop, stop, stop. Nous, on a des gamins, ils ne comprennent pas ce que vous générez, ils sont allophones, il faut que vous puissiez faciliter le niveau de langage, etc. Donc, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Facile à lire et à comprendre, qui permet tout simplement de vulgariser le contenu. Et donc, en fonction des territoires, il y a eu des besoins qui étaient différents pour les enfants. Et donc, quand on développait dans notre coin, on faisait des trucs jolis, des trucs sympas qu'on pouvait vendre aussi à l'étranger, mais globalement, on n'était pas assez en proximité avec le territoire. Et on a changé notre façon de faire et on est venu travailler avec les enseignants. Et c'est là où on a finalement identifié les écarts et les désavantages qui pouvaient se creuser davantage. Et on pouvait contribuer à les creuser finalement si on ne travaillait pas en proximité avec eux. Donc avec les bons outils, la bonne pédagogie, l'IA peut devenir un vrai levier d'émancipation, peut gommer certaines inégalités sociales pour vous. Et il faut après, évidemment, que les enseignants suivent. Oui, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif ? Un travail collectif, oui. Pour la première année, on s'est déplacé sur tout le territoire. On nous a hyper bien accueillis, les enseignants, les inspecteurs académiques. Il faut vraiment que tout le monde s'y mette pour pouvoir produire quelque chose qui apporte de la valeur et qui permet, en tout cas je l'espère, de réduire les inégalités. Et
Et ça, c'est pas si facile que ça. Et par ailleurs, quelque chose qu'on sous-estime, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une forme de dépendance systémique qui est très forte au niveau des grands acteurs. Donc quand on pense au cloud, etc., ça commence le capital se centralise et en fait, on n'a plus. C'est quelque chose dont on ne fait pas l'expérience. Nous, on utilise ChatGPT, Claude. On ne se rend pas compte des dépendances quand on parle de souveraineté. On ne vit pas les conséquences de la souveraineté en réalité. Néanmoins, cette dépendance-là aura une conséquence très forte à l'avenir. Et paradoxalement, au quotidien, grâce à l'IA, grâce à la technologie, eh bien, on est de plus en plus autonome. Je veux manger, je commande sur Uber Eats, pas besoin de faire mes courses, pas besoin d'éplucher des légumes, j'ai à manger chez moi. Donc on est de plus en plus autonome et cette autonomie, elle peut nous éloigner de l'expérience collective et perdre l'expérience du commun peut être un vrai problème de société dans quelques années si on ne l'anticipe pas. Et donc l'école, c'est pas seulement la transmission du savoir, c'est aussi pouvoir offrir à tous les gamins, tous, la possibilité, et en plus c'est le lieu où on peut le faire, quand on te dit « attends, c'est pas ton tour, c'est d'abord elle, il y a des règles, il faut les écouter », a priori à l'école, tu le fais. Donc c'est l'expérience du collectif qui est nécessaire parce qu'on va avoir des obligations et il faut que nos jeunes puissent comprendre que ces obligations-là, elles font partie d'un projet d'indépendance, de souveraineté et que c'est pour naviguer dans une société qui va devenir, de mon point de vue, je le pense, de plus en plus complexe. Et c'est que l'IA est un énorme challenge pour l'école, le projet éducatif et l'éducation nationale en a bien conscience et travaille sa feuille de route évidemment pour adapter l'école à cette grande révolution de l'IA. On va écouter, il a tenu à nous adresser un message, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, on l'écoute. Monsieur le Président de la région Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, j'aurais voulu être avec vous sur cette table ronde et plus généralement sur ce sommet de l'IA. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de l'avoir organisé. Malheureusement, je suis retenu par d'autres obligations, mais je voulais partager quelques réflexions avec vous sur l'IA en éducation. Le premier élément qui me semble important à partager avec vous, c'est que pour moi, l'IA constitue une rupture dans les technologies de la connaissance et en réalité une rupture anthropologique, quasiment du même ordre que l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. La première fois, avec l'écriture, on est passé, comme vous le savez, de la préhistoire à l'Antiquité. La seconde fois correspond au passage du Moyen-Âge à l'époque moderne. Je pense que nous sommes en train de vivre actuellement un point de bascule assez universel, pas seulement d'ailleurs avec l'IA, si on pense à de transition écologique, etc., mais qui nous fait rentrer en réalité dans une nouvelle époque. Je ne sais pas encore comment elle s'appellera, mais je suis en tout cas profondément convaincu que nous entrons dans une nouvelle époque. Et évidemment, dans ce moment un peu de tourbillon, comme nos ancêtres l'ont connu avec l'imprimerie, il faut, si je puis dire, garder la tête froide et trouver le chemin évolutif, d'ailleurs, qui nous permette d'épouser les contours de cette technologie sans en devenir pour autant les esclaves. Et ça, c'est évidemment le grand enjeu des prochaines années en matière d'éducation, c'est finalement comment à la fois permettre à nos élèves de rester maîtres de leur destinée dans un environnement façonné par l'IA et en même temps de maîtriser l'outil lui-même. Deux éléments par rapport à ça qui, pour moi, sont absolument centraux. Le premier élément, c'est la question de la maîtrise du langage, que j'ai placé, pour être tout à fait transparent, au cœur de ma politique éducative et d'ailleurs de la circulaire de rentrée. Du tout début de la scolarisation, et en réalité même dès le plus jeune âge, jusqu'à la fin de la formation universitaire, vers 20 ou 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'IA va introduire une nouvelle fracture profonde en termes d'inégalité sociale, scolaire, etc., qui sera une inégalité fondée sur la maîtrise du langage. L'IA, par définition, produit ce que nous sommes capables de prompter. Et plus la pensée est complexe, plus le vocabulaire est complexe, plus l'outil peut, j'allais dire, produire une aide à la décision, et en même temps, plus l'individu conserve la maîtrise de sa pensée, et donc peut se servir de l'IA simplement comme d'un outil. Et donc, ce n'est pas une crainte, mais c'est, je crois, une ornière dont il faut qu'on se prémunisse. Mais nous faisons face à un risque qui est qu'une partie de la population
faute finalement d'un lexique suffisant et d'une maîtrise suffisante du langage, se retrouverait en réalité dans une situation de délégation de pouvoir, à la fois intellectuelle et peut-être même civique, sociale, à des outils d'intelligence artificielle. Et donc nous avons le devoir d'assurer cette maîtrise du langage pour précisément empêcher cela. Et puis le deuxième élément, bien sûr, c'est que nous devons finalement réussir à maintenir une formation qui soit technologiquement neutre et en même temps à former au bon maniement de l'outil. Alors pourquoi une formation technologiquement neutre? Parce que tout simplement, si vous avez mon âge ou un peu moins ou un peu plus, vous avez remarqué comme moi que nous sommes nés dans un univers sans téléphone portable, sans IA, sans cette invasion des écrans, et pourtant nous y sommes habitués. Parfois même d'ailleurs nous sommes un peu addicts. Mais ce qui signifie que nous avons réussi intellectuellement à nous approprier l'outil pour nous en servir. Et il faut donc maintenir cette capacité d'adaptation qui finalement est indépendante de toutes les formes de technologie. Mais en même temps, il faut aussi permettre à nos jeunes de comprendre les ressorts de l'IA, ses tenants, ses aboutissants, ses mécanismes, son fonctionnement tout simplement, et puis leur donner aussi les moyens, au-delà de cette compréhension, non seulement de l'utiliser, mais peut-être même de la faire travailler, de la générer, comme on le fait pour d'autres disciplines. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé ce qu'on appelle un Lab IA au niveau d'abord de l'Éducation nationale. Les actions d'un produit que vous connaissez sans doute qui s'appelle PIX. PIX-IA maintenant est obligatoire en 4e et en seconde à compter de la rentrée prochaine, pour précisément doter nos élèves de ces outils. Et puis, en troisième point, c'est que nous sommes en train de tester des options IA pour que nos élèves de collège ou de lycée puissent mieux comprendre spécifiquement les ressorts et l'utilité de l'intelligence artificielle. Voilà ce que je voulais en quelques mots partager avec vous. Pardon d'avoir été peut-être un peu long, mais je crois que c'est important de savoir à quelle vision anthropologique on se rattache. Celle d'un être humain inscrit dans une société humaniste, profondément ancrée, maître de sa destinée, mais qui, sans cesse, s'adapte aux outils qu'il est capable de créer, en même temps que ces outils s'adaptent à ses propres facultés. Voilà ce que nous essayons de construire en matière éducative, et voilà, je crois, ce sur quoi vous allez continuer à débattre une bonne partie de la journée. Je vous remercie. Voilà, merci au ministre Édouard Geffray. Grégory, je vais te laisser la parole. Je disais, tu es Lillois, tu as grandi ici, tu as passé 30 ans ensuite dans la Silicon Valley, tu es un enfant de Ratec, voilà, dans le sens où tu as grandi ici dans cette maison. On est très heureux de te revoir ici. Grégory, une question, parce que ça a été soulevé par le ministre, c'est très important, la puissance de l'IA, la pertinence du résultat de l'IA dépend de notre capacité, de notre pertinence aussi dans le prompt lui-même. D'où la nécessité, je crois que ça rejoint tout ce qui s'est dit auparavant, d'avoir cette maîtrise du langage et cette maîtrise des règles éducatives de base. Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. C'est incroyable pour moi de revenir ici au bout de toutes ces années. Donc mon bureau était là-bas au 3e étage. Très bien, bien placé. C'est là où on a démarré l'IA sur laquelle je bosse. Donc je suis dans le domaine du langage naturel, tout ce qui est orchestrateur, donc un peu les bases en fait, ce qu'on peut retrouver sur des chats GPT, Claude, en fait ce genre d'éléments, donc qui m'a amené dans la Silicon Valley. À ce moment-là, j'étais déjà un grand défenseur en fait de l'éthique, de l'éducation. Avec mon épouse, on a fondé une non-profit qui est vraiment focus en fait sur, avec mon épouse et des amis, on a fondé une non-profit sur les enjeux de l'IA pour les enfants. Et en fait, je suis très rassuré quand je viens là maintenant, quand j'entends tout ce que vous êtes en train de dire, je me dis c'est trop cool. C'est trop cool parce qu'il y a vraiment eu un super parcours qui a été fait. J'ai l'impression que la région le prend très au sérieux, parce que je tiens à rappeler 15 ans en arrière, c'était parfois très compliqué de parler d'intelligence artificielle, même encore quelques années en arrière. L'éducation est au cœur du réacteur. Donc pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment l'élément central. C'est le fait qu'il y aura une seule sortie à cette arrivée d'une nouvelle intelligence, en fait, parce que c'est vraiment là où on est sur un changement de civilisation, où on apprend à travailler, à collaborer, à cohabiter avec une nouvelle forme d'intelligence, tous les jours. C'est un outil dont on doit garder le contrôle. Et pour en garder le contrôle, justement, toute l'éducation, la formation, la maîtrise du langage est absolument importante parce que la façon dont on va échanger, donc ça par contre c'est un gros avantage. Donc tout le parcours que moi j'ai fait pour travailler sur l'IA, vous ne devez plus le faire parce que vous pouvez échanger avec la machine par langage naturel.
le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe sont les bons éléments. Et donc le fait de faire un bon prompt, de pouvoir bien discuter avec la machine, de pouvoir structurer votre schéma de pensée, là où vous voulez arriver est l'élément le plus important. Parce que là, on vient de vivre la première étape, qui est l'étape ce qu'on appelle des LLM. C'est-à-dire on donne un prompt et on a une réponse, mais on rentre dans la deuxième phase, qui est la phase de l'agentic. Donc l'agentic est la capacité de donner un objectif beaucoup plus complexe à la machine. Mais ça signifie que votre esprit critique doit être encore beaucoup plus fort. Et vous devez vraiment prendre le temps de vous poser, de réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous dire que 40 à 50% de mon temps, c'est marcher, réfléchir, structurer, dialoguer avec la machine, que j'utilise comme partenaire pour réfléchir, pour échanger, parce qu'elle est vraiment rentrée dans mon processus en fait, de créativité, de production au quotidien. Et donc c'est vraiment important de ne pas seulement l'utiliser éventuellement pour faire un résumé d'article, pour faire un QA éventuellement sur du moins question-réponse, sur un cours, mais vraiment pour aller un cran plus loin, également devenir un personal tutor pour vous. Et c'est là où je suis vraiment très heureux d'entendre tout ce que vous avez dit, c'est apprenez à vos enfants à l'utiliser comme un outil qui va leur permettre en fait de dépasser des craintes. Voilà, ils osent pas. Alors, je suis prof de maths. Mon fils aujourd'hui utilise l'IA, donc il est à Berkeley en mathématiques, et donc il vient jamais me parler de maths. Pourquoi? Parce qu'il a ses personal tutors depuis des années qui connaissent son niveau en maths, qui peuvent l'accompagner, l'aider en fait dans ses travaux, dans ses questions. Et c'est pas forcément tricher. On ne triche pas quand on va demander l'avis ou l'aide en fait d'un ami. Par contre, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe au stade d'après? Donc la compréhension, j'aimais bien tout à l'heure, vous parliez de qu'est-ce qu'on a retenu en fait de la matière? Qu'est-ce qu'on a compris? Et c'est ça qui est vraiment important, c'est est-ce que les méthodes d'évaluation de l'éducation actuelle, peu importe que ce soit aux US ou ici en France, sont-elles encore bonnes ou est-ce qu'elles doivent être revisitées? Et à mon avis, ce serait bien de les revisiter pour justement, un peu comme on l'a vécu avec les calculatrices, donc dans les années 86 à peu près, où en définitive, on est passé sur une complexité de mathématiques plus avancée parce que la calculatrice était là. Tu parles de ton fils, du coup. C'est quoi les règles à la maison avec l'enfant et l'IA pour les parents? Absolument. Comment vous faites? De manière très naturelle. Hein. En fait, on a gardé notre attitude ch'ti même là-bas. Donc, on ne va pas faire beaucoup de menoules, en fait, comme on dit chez nous, autour de ça. Mais on va plutôt aller droit au but, expliquer voilà, comment tu peux utiliser l'outil. Très tôt, j'ai expliqué à mes enfants, en fait, parce que forcément, à la maison, j'ai ramené des robots humanoïdes. En fait, ils ont tout vu, les pauvres. Aujourd'hui, je suis à 91% d'autopilote avec ma voiture, donc je ne roule plus. Les 9%, c'est mon épouse qui va à l'école et qui aime bien continuer de garder le volant. La voiture est autonome? Oui, 100%, je suis, du moins pour ma part, je suis 100% en voiture autonome. Et en fait, ce qui se passe, c'est les mettre dedans parce que tu vois qu'ils l'adoptent très facilement. C'est absolument pas un problème pour eux. Par contre, ma plus grosse crainte, c'est exactement comme la crainte de l'interrupteur. Donc, c'est-à-dire, tout d'un coup, tu appuies, il n'y a plus de lumière et tu ne sais pas comment réparer. Et donc, ce qu'il faut, c'est leur expliquer. Et donc, régulièrement, alors ça va vous faire rigoler, mais régulièrement, on organise en fait, à la période de Noël, des présentations familiales. Donc forcément, moi, je suis le père relou qui vient à chaque fois à expliquer voilà, comment tu vas utiliser l'IA, comment tu vas l'intégrer, comment tu vas l'utiliser dans les cours, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, comment, de quelle manière. Et en fait, tu vois qu'ils le prennent, mais complètement. Donc, ma plus jeune est très du moins plutôt dans le domaine de la créativité. Elle l'utilise aujourd'hui pour créer plein de choses, en fait, que ce soit des designs pour ses vêtements, parce qu'elle est plutôt orientée sur les vêtements. Mon fils, il l'utilise pour tout ce qui est mathématiques, créer son site web, en fait, synthétiser les cours. Mon aîné également, ici, qui vient de terminer ses études universitaires, elle l'a utilisé de manière intensive en révision, donc avec des outils que vous connaissez très certainement, des notebooks LM ou ce genre d'outils qui sont absolument extraordinaires pour vous faire un podcast et qui est encore une autre façon, donc en termes de multimodalité. Donc, parce que voilà, on a des personnes qui sont plutôt à la lecture, d'autres plutôt à l'audition. Donc ce qu'on a vraiment fait, c'est rendre les choses naturelles, mais dans un cadre bienveillant, tout en leur apportant cette notion de bon sens, d'esprit critique. J'aimais bien tout à l'heure, vous en parliez, il faut du temps. Mais pour le bon sens, il faut du temps.
Et c'est pareil en fait avec la machine. Donc, mettez-les le plus tôt possible, n'ayez pas peur, c'est un outil que vous verrez dans quelques années. Comme moi, je reviens 15 ans après en quelque sorte, et je me rends compte que il y a 15 années, j'avais presque peur de mentionner que je faisais de l'IA ici. Là, aujourd'hui, quand on voit l'événement, c'est juste extraordinaire. Imaginez, dans 3-5 ans, ce sera complètement adopté comme l'électricité. Si je vous dis que je vous retire l'électricité, c'est impossible. Je pense même que si je vous dis que je vous retire ChatGPT ou Claude, vous allez dire « Oh là là, Greg, on se calme ici. Hein. » Donc, on va continuer d'utiliser l'outil. Eh bien, c'est pareil pour vos enfants. Apprenez-leur de manière bienveillante et donnez-leur un peu les codes de bonne conduite sur comment on utilise l'IA, comment aussi on mentionne dans ses devoirs qu'on a utilisé l'IA, ce genre de choses. Très bien, Grégory. Merci pour ces bons conseils pour les parents, qui en a beaucoup, je pense, dans la salle. Quelques questions, peut-être une ou deux questions, vu le timing du panel. Alexandre, s'il te plaît. J'imagine que ça suscite beaucoup de questions. Bien sûr, et sans surprise, je crois que dans notre panel, les personnes qui travaillent dans le secteur de l'éducation vont vouloir poursuivre cette discussion. Je me tourne vers Acelo, institutrice, enfin, professeur des écoles, comme on dit maintenant. Vous aviez une question? Alors, j'ai plutôt une question, enfin, deux questions en une. La première question est comment protéger des enfants? Donc, je suis institutrice donc, au premier degré et on rencontre un problème en ce moment qui est l'humanisation de l'IA par les enfants. Je vais vous donner un exemple précis. J'ai mon élève de CP, son profil, elle vivait dans une famille recomposée et puis finalement maman s'est séparée avec mon beau-père. Donc Sarah se retrouve toute seule à la maison et je lui demande « Ma puce, ça va il ne te manque pas, tes demi-frères et sœurs ?» Et elle me dit « Non ». Je lui dis « Mais tu t'ennuies pas toute seule ?» Et elle me dit « Non, parce que je parle avec ChatGPT. » Et donc c'est son copain, c'est son nouveau copain. Donc ma première question est comment protéger les enfants donc les plus fragiles? La deuxième question, je rebondirai par rapport à ce qui a été dit par notre ministre de l'Éducation nationale, qui est pour bien appréhender ChatGPT et autres, donc IA, il faut absolument donc maîtriser le langage. Et donc ma question serait, l'IA à l'école, oui, mais à partir de quel niveau? Est-il pertinent de démocratiser l'IA auprès de jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis cette compétence essentielle qui est le langage? Merci. Deux questions, merci beaucoup Azéo, très bonne question. Et sans transition, parce qu'il y en a pas, Wilfried qui est directeur d'établissement, peut-être une question rapide. Très bien. Bonjour, oui, effectivement, je dirige un lycée d'enseignement adapté dans l'agglomération lilloise et la question serait de savoir dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle constituer un outil d'inclusion numérique pour les familles et les élèves les plus éloignés du numérique. On a dit plusieurs questions. Alors, du coup, si on résume un peu, qui veut prendre donc, cette notion d'attention de l'IA qui devient un copain pour un enfant, un psy aussi, vas-y Grégory, un psy pour les ados, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'ados qui vont pas bien, qui parlent à l'IA comme un psy. C'est clairement le cœur de nos travaux sur la non-profit Everyone.ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle dans les modèles de l'anthropomorphisme, voire de la sycophancy. Donc la sycophancy, vous l'avez déjà vécu, c'est quand le modèle vous dit « Ah, c'est génial ton idée, c'est extraordinaire ». Et donc vous avez en fait une projection anthropomorphique. Et donc ce qu'il faut absolument, c'est mettre en place ce qu'on appelle des guardrails. Donc des guardrails, c'est un peu comme en fait, sur l'autoroute, sur le côté, vous avez les garde-fous en fait, qui vont vous empêcher de sortir en fait, de l'autoroute. Et donc vous avez de plus en plus de projets qui commencent à apparaître d'un point de vue technologique. Quoi qu'il en soit, la première et bonne démarche, c'est en tant que parent, expliquer à vos enfants en fait, que ça n'est pas un humain. Parce qu'aujourd'hui, toutes les IA ne vont pas avoir le réflexe, ou en tout cas, elles n'auront pas été entraînées pour répondre sur le fait qu'elles ne sont qu'une machine. Donc ça, c'est des points technologiques qui sont très clairs, que vous pouvez résoudre d'abord en tant que parent par l'éducation, la discussion. Donc ouvrez le dialogue avec vos enfants. On a eu des drames aux US, hein. Je ne sais pas ici en Europe, mais on a eu des suicides aux US, justement,
par des enfants qui se sont plongés encore plus fort qu'avec les réseaux sociaux. Ils se sont attachés aussi à... Absolument, avec des attachements émotionnels qui sont dramatiques. Donc il faut absolument... Il nous a fallu 40 ans pour avoir la ceinture de sécurité en voiture. Donc je pense qu'il nous faut maintenant des ceintures de sécurité cognitive sur les modèles de la même manière. On va y arriver, mais on n'est encore qu'au début malheureusement. Donc encore quelques C'est sûr que c'est années. pas évident de déshumaniser l'IA parce qu'effectivement on a aussi notre éducation aussi, on se dit on dit merci s'il te plaît, enfin, on a des biais comme ça aussi nous-mêmes d'utilisation de l'IA et les enfants répercutent ça. Je sais pas qui veut compléter. Il y avait une question aussi du coup sur à partir de quel âge, parce qu'effectivement si on doit maîtriser les apprentissages, j'ai envie de dire essentiels, à partir de quel âge on peut démarrer l'IA? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de baisse de niveau scolaire. Donc comment on évite ça? Je sais pas qui veut prendre. Alors, je vais compléter sur la question de l'attachement. C'est que quand on regarde les études en psychologie cognitive concernant l'attachement, un des facteurs qui va créer le plus d'attachement, on pourrait penser que c'est le contact physique, etc. Mais non, c'est ce qu'on appelle le responsiveness. C'est donc quand on a une personne ou une IA qui répond parfaitement, et c'est ce que tu évoquais, en disant, en étant parfaitement ajusté à mes attentes, il n'y a donc aucune friction, aucun effet indésirable. Nous, dans le design de l'interface, un truc qu'on va tester, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est de créer une friction légère, on va augmenter le temps de latence, voir si on se demande si on augmente le temps de latence de réponse de l'IA lorsqu'on est sur des sujets un peu touchy. Est-ce que ça va créer un léger désengagement? C'est ce que tu évoquais des frictions cognitives. Ça, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Ensuite, sur l'âge, quand on parle de l'IA, ce n'est pas qu'un outil numérique. Il y a toutes les notions de théorie de l'esprit. Donc la capacité de métacognition, la capacité de comprendre que cette IA, je fais un lapsus, que cette IA n'est pas une personne. Et donc là, pour le coup... franchement, sous format de chatbot, je trouve que tant que c'est pas nécessaire, personnellement, moi, je mettrais pas mon gamin devant l'IA parce que c'est compliqué à gérer. Au niveau des âges, il n'y a pas trop de consensus pour l'instant. Et ouais, là-dessus, je dirais que c'est le plus difficile. J'avais un autre point, mais j'ai un trou de mémoire de travail. Attention, ouais. Ah oui. Très vite, parce que le temps est passé, donc on fait très vite pour conclure. Oui, non, je voulais ajouter aussi que tout le monde doit être formé, y compris les profs, et ça évite tous ces problèmes avec le langage. C'est-à-dire, on dit une IA, elle apprend. Une IA, un modèle d'IA, c'est quand même plein de chiffres. C'est pas un être humain qui apprend. Et donc, ça aussi, c'est ce qui a été dit, et je pense que c'est très important. Il faut que les parents, les professeurs, tout le monde soit formé pour pouvoir partager et mettre les limites. Sur là, je suis d'accord. Ce qu'a dit le ministre, c'est on commence depuis la rentrée dernière d'avoir des formations en 4e. C'est peut-être un bon début. Voilà, on fixe en tout cas un âge, un palier, un seuil. Rapidement, Grégory. Juste pour dire, la Chine impose les cours d'IA à partir de 5 ans. Voilà. Donc je pense que l'éducation et la formation est vraiment importante. Donc le rôle des parents est crucial. Mais ils imposent des cours, c'est des cours d'IA, c'est un peu différent de ce qu'on disait. Est-ce qu'on les laisse tout seuls à la maison discuter avec le chatbot, quoi, ou... Voilà, je pense que vous êtes en phase avec Nechma, finalement. C'est la Chine limite ah oui, totalement. Oui. On n'a pas différence entre donner des cours et les laisser seuls dans la chambre à discuter avec l'IA, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas ces capacités d'autorégulation. Il faut se dire que les études nous montrent aussi que ça active les mêmes circuits cérébraux que lorsqu'on parle à une personne. Notre cerveau, il capte ça comme c'est un langage. Un humain, une machine, c'est la même chose. Donc, très tôt, c'est pas possible. Néanmoins, un gamin est tout à fait capable de comprendre comment fonctionne l'IA. Et il y a d'ailleurs plein de EdTech qui développent des jeux où les petits apprennent comment fonctionnent les algorithmes, etc. Sur le point de, effectivement, c'est que des mathématiques. Oui. Néanmoins, l'IA, moi j'ai testé un truc, il y a ce qu'on appelle les personas. Si tu lui dis agis comme une maman, l'IA peut adopter une posture. J'ai testé un truc, je lui ai dit, à partir de toutes nos conversations, génère mon persona. Il m'a dit non. Je dis, mais quand même, tu t'adaptes très bien. Et sa réponse a été,
Oui, j'ai établi des règles implicites à partir de nos interactions. Et là, il m'a sorti mon profil. Il n'était pas très loin de la réalité. Donc en fait, il y a quand même une capture de son, quelque sorte, son identité, capture mathématique, mais qui a un impact dans les interactions et qui crée une proximité très forte dans les échanges. Et puis très rapidement, Valérie, du coup, sur l'IA, est-ce qu'elle peut être un outil d'inclusion numérique pour les familles les plus éloignées du numérique? Ouais, moi je dirais aussi l'IA, on en a parlé, c'est comment on travaille l'esprit critique. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est pas tant la question de se mettre à quel âge devant l'IA, et c'est comment les parents, mais tous les adultes autour de ces enfants et de ces jeunes, et les grands-parents, on n'a pas beaucoup parlé là des seniors, c'est pas forcément la tranche d'âge, mais c'est aussi des citoyens qui s'intéressent à ces questions et qui peuvent du coup accompagner les jeunes et les enfants les plus éloignés. Et c'est un vrai enjeu pour pas renforcer encore la fracture, c'est que justement les jeunes et les enfants les plus éloignés, les familles les plus éloignées soient particulièrement accompagnés pour que le fossé se creuse pas encore plus. Sur l'inclusion, ouais, vous avez répondu. Hein. C'est ça, vous avez répondu du coup à la question. Bah, c'est bon, du coup, je pense que c'est bon pour les réponses aux questions, va être parfait. On est dans le timing. Merci à tous les 5. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vais tout de suite céder